expliquer un petit peu la signification de ces deux titres? Et est-ce que c'est un diptyque qui va se poursuivre? Ben, j'ai commencé, mon premier long métrage s'appelait Keiko, donc avec un K. Et j'ai eu la chance, j'ai eu le grand bonheur de remporter avec ce premier long métrage qui était loin d'être parfait, mais j'ai eu la chance de remporter ce qu'ils appellent le Shinjin Kantokusho, c'est-à-dire le prix du jeune metteur en scène japonais, entre guillemets, qui est remis par l'Association des réalisateurs japonais. Donc, et Keiko a roulé au Japon, on avait 20 copies qui ont roulé pendant 2 années au Japon. Donc Keiko, qui commençait par un K, a été un film qui m'a apporté beaucoup de bonheur, qui m'a permis de retourner au Japon et toujours avoir des investisseurs japonais dans tous les films suivants. Après Keiko, j'ai fait un autre film qui s'appelait Kenny, qui a joué en France, qui a fait 700 000 entrées ou quelque chose, un petit peu plus peut-être, en France à l'époque, donc avec un K encore. Et par la suite, j'ai fait Kamateki. Et entre les deux, j'en ai fait quelques autres. Mais bon, Kamateki, donc j'étais rendu à 3K. Je me suis dit, KKK, c'était pas une très bonne idée. Alors, on a décidé d'en faire un autre cas, et c'est donc le cas, disons, me porte à ses chances. Et quelles sont les significations donc, des deux derniers films? Bon, Kamateki, c'est un film qui se passe dans le milieu de la poterie. Kamateki, c'est le feu, c'est dans la poterie avec les fours, c'est quand c'est aussi une espèce de petite symbolique. Donc celui-là, kara veut dire vide, c'est comme karaté, T c'est la main, et kara c'est vide, donc main vide, le combat à main vide. Dans ce cas-ci, c'était kara, on trouvait que ça allait bien, le vide intérieur, le vide du personnage, remplir la bouteille. Mais c'était une idée de ma productrice d'ailleurs. Le titre, c'était l'idée de ma productrice japonaise, mais parce qu'on avait beaucoup de Karakara du début à la fin du film. Donc elle a pensé que c'était une bonne idée de l'appeler Karakara. Il y a une véritable filiation dans les deux films. Il y a notamment, je pense, au paysage, hein, qui est vraiment traité, surtout dans celui-là, comme un personnage à part entière, qui en fait qui complète le duo. C'est vraiment un trio. Donc, je voudrais que vous nous parliez un peu de cette manière dont vous avez filmé, de la manière dont vous filmez le paysage. Ben, moi, j'ai grandi dans la nature. J'ai toujours beaucoup aimé la nature. Et ce qui manquait un peu dans mes films précédents, c'était justement d'y mettre mon amour de la nature. Il faut dire que dans ce cas-ci, par contre, j'étais un peu... Okinawa aussi est un endroit touristique où il y a il y a des clubs de golf, des immenses hôtels. Et c'était pas tout à fait l'endroit où mon personnage se serait retrouvé. Donc j'ai fouillé, j'ai regardé beaucoup la carte, je me suis promené, j'ai regardé. Évidemment, j'ai trouvé des îles où je savais qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas justement ces hôtels à 15 étages avec une piscine et tout. C'était que des cultivateurs. Ça m'a plu. Je suis allé et particulièrement la petite île entre les deux est une île qui est abandonnée depuis 1972. Alors, il faut s'imaginer que jusqu'en 1972, les gens qui habitaient sur cette petite île habitaient sans électricité, sans frigo, sans rien. Ils habitaient sur l'île. Et en 72, quand les Américains, parce que après la dernière guerre, Okinawa est devenu territoire américain à 100%. Donc, Okinawa, c'est des archipels. Sur l'archipel, il y a une centaine d'îles, un peu plus que 100 îles. Donc, tout appartenait aux Américains jusqu'en 72, où ils ont remis Okinawa au Japon. Et à ce moment-là, je pense que c'est la raison pour laquelle peut-être les gens qui étaient sur l'île ont décidé de... Mais ils habitent tous maintenant sur l'île d'Isena, la première île donc, où ils vont visiter, où il se fait engueuler justement par elle à cause de la bouffe et tout ça. C'est sur l'île d'Isena.